Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur les Volcans News. Nous sommes en direct de Goma. Ici au plateau, nous sommes en train de parler de l'émission Débat contradictoire. Nous sommes en train de recevoir monsieur Patrick Olombe. Il est candidat député national pour la ville de Goma. Il est le numéro 103, voilà. Il y a aussi madame Nelly Kea, c'est comme ça, madame? Oui. Vous êtes aussi candidat député national pour la ville de Goma, numéro 208. Vous êtes cadre du parti Ensemble pour la République. Monsieur Olombe, vous êtes cadre aussi du parti politique AREP, c'est comme ça? Exact. Voilà, bonjour et bienvenue. Voilà. Merci. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, aimer et partager nos vidéos le plus que possible. Et ici, donc, nous sommes là pour devoir échanger avec les différents candidats pour savoir leur motivation, savoir leur cursus, parler de leurs projets de société. Voilà pourquoi nous sommes en train de les recevoir sur ce plateau. Et sans plus tarder, nous y allons. Monsieur Patrick Olombe, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Pourquoi vous commencez par moi? Il fallait commencer par la dame, ladies first. Parce que vous êtes à ma gauche, c'est juste ouais, mais c'est bien toujours de mettre la femme à l'honneur. Et moi, je voudrais que vous commenciez par madame Nelly pour tout le respect que je lui dois. Super bien. Madame Nelly, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis désolé, mais je reviens quand même à la raison. Comme Patrick Olombe, il a toujours été plaît, il m'a demandé de revenir vers vous. Ah, je ne sais pas, est-ce que ceux-là qui sont en train de nous suivre peuvent savoir de qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, savoir en fait, en termes de présentation. Ok, et comme communément appelé Nelly Kea, mais là je présente les noms, hein, comme ça a été donné lorsque je suis née et tout, donc je suis Kea Katungu Neema Nelly. Et comme ça a été dit, je suis candidate à la députation nationale. Le numéro, c'est le 208. Oui. Néanmoins, je suis mère de 6 enfants, mariée avec un homme. Et en même temps, je suis mère de 33 orphelins dans la ville de Goma. C'est tout un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci beaucoup. Olombe. Merci beaucoup. Je m'appelle Patrick Olombe, je suis un jeune de Goma. Je suis aussi père, marié depuis 13 ans. J'ai 7 enfants, je suis père des jumeaux. Les gens ici nous appellent à la mêlée Chaba 2. Je suis Chambouille, comme on le dit dans les autres cieux en RDC. Je suis candidat député national pour le parti AREP. Je suis aligné dans le regroupement Agissons et Bâtissons au numéro 103 par la CENI. Bon, je vis ici, je travaille au sein de la jeunesse depuis 15 ans. Je suis un acteur social, je suis un promoteur de la jeunesse, je suis un philanthrope et mécène. J'en ai été plébiscité plus de 15 fois déjà. Aujourd'hui, je suis très heureux de participer à cette émission en face de madame Nelly. Voilà, nous sommes là, nous sommes ravis de vous recevoir. Nous entrons directement. Est-ce que madame, nous pouvons savoir vos motivations dans la politique? La ville de Goma, on vous connaît comme étant une dame de fer, vous travaillez plus dans le monde humanitaire, et puis d'un coup, vous vous lancez dans la politique. C'est quoi votre motivation? En fait, j'attendais vraiment cette question parce que je me suis toujours identifiée d'abord comme une militante de la bonne gouvernance, de la paix et sécurité, et surtout, comme vous l'avez dit, humanitaire. Parce que je ne supporte pas les personnes souffrir. Je suis au pied des personnes qui sont en train de traverser des crises et des moments difficiles. Et c'est dans la politique qu'il fallait me servir? Néanmoins, je suis, je dirais, une activiste de lutte contre l'injustice sociale. Okay. Pour moi, je me suis déversée dans la société civile parce que je crois que j'ai assez haussé la voix d'abord comme société civile, comme j'étais en train de le dire. Mais après, j'ai pris la décision de me déverser dans la politique. Parce que j'ai compris les insuffisances, ces gaps-là qui existent lorsqu'on parle et on veut contribuer au changement en étant dans la société civile. Il y a des limites. Je n'ai pas cherché ce que j'ai manqué. C'est vrai que j'ai milité beaucoup pour qu'il y ait la paix. J'ai milité beaucoup à mon niveau pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Mais ne faisant pas partie des personnes, des signataires, des décideurs, nous cherchons à influencer les décisions. Nous cherchons à avoir des endosseurs qui vont influencer la réforme d'une façon ou d'une autre à travers les lois et les modes de fonctionnement, à travers les institutions. Mais après, c'est assez difficile de toujours faire porter ta vision à une autre personne lorsque tu sens surtout qu'il y a la mauvaise gouvernance qui est au-dessus.
il faudrait qu'il y ait de bonnes personnes finalement qui vont aller se compléter aux côtés de ces bonnes personnes parce que tout le monde n'est pas mauvais et voir comment est-ce qu'on va gouverner parce que ces pays nous appartiennent à nous tous. Les pays nous appartiennent tous. Olombe, votre motivation? Ben effectivement, je vais partir peut-être dans le même ordre d'idées, mais un Je peu rappelle différent. aussi que vous venez aussi du monde Humanitaire. et Ça puis de la fait, j'ai politique. 15 ans d'expérience en tant qu'humanitaire. J'ai commencé à travailler en 2008. J'ai traversé plusieurs ONG. J'étais à l'IRC, je suis allé à la FAO au Sud Kivu. Je suis revenu à Goma où j'ai travaillé avec les Catholic Relief Services. Je me suis aussi accepté pour aller au CICR à Goma depuis 2017. J'ai travaillé là-bas et j'étais le responsable des approvisionnements pour la zone Est. J'ai vu le travail humanitaire qui était fait. Mais au-delà de tout ça, il y a tellement d'humanitaire dans notre monde actuellement, vous le savez, avec le manque d'emploi, le gap, comme madame a dit, en termes du taux de chômage que nous tous, nous pouvons constater, qui est évalué actuellement à plus de 85% en RDC, avec une population juvénile estimée à 80%, mais qui après n'est pas employée. J'ai eu cette chance-là de travailler pour le monde humanitaire, mais au-devant de ça, je suis, comme j'ai dit tantôt, je suis philanthrope. Et dans cette philanthropie-là, il y a beaucoup d'actions que nous menons. Les actions qui ont trait à venir, voir comment aider les orphelins, les veuves, les déplacés de guerre, le prisonnier, le malade. Et tout ça, c'est un monde, oui, qui est plutôt divine, je vais dire ça, c'est un monde qui est divin, des actions divines. Et ça va nous permettre à ce que nous puissions aimer l'autre, l'altruisme, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Mais ça ne suffit pas. Vous avez beau aimer quelqu'un, vous avez beau aider les réfugiés, vous avez beau aider les enfants orphelins, mais vous allez vous rendre compte que parmi ces enfants orphelins-là, plus de 50% viennent des parents qui sont morts suite aux conflits armés. Dites-moi, vous allez continuer à aider, à prendre les enfants, les mettre dans les orphelinats, les nourrir, pendant que vous, étant parent, vous avez encore votre mari ou votre femme, vous avez cette vie-là en famille avec vos enfants biologiques et vous aimeriez quand même un jour savoir que cette société a plus d'enfants et a les deux parents que des enfants qui sont orphelins de père ou de mère ou soit des deux parents. Et pour arriver à ces mondes-là, il faut faire un travail en amont. C'est un travail de vouloir mettre en péril toutes les actions qui font l'occasion de perte de l'un des parents de ces enfants. Soit, par exemple, pour ce qui est des conflits armés, avoir des autorités responsables qui vont mettre fin à cette hémorragie, qui vont arrêter l'hémorragie de la perte de parents à travers les conflits armés. Prenons l'exemple des Beni, des Kamango, des Oicha, des Massissi, des Rutshuru, où chaque jour des parents meurent. Prenons même l'exemple de ceux qui se battent sous les drapeaux, les militaires, qui perdent la vie chaque jour suite aux conflits armés, suite à la guerre qui nous fait subir les autres pays envahisseurs, ou alors les autres groupes armés qui vivent dans notre pays. Alors pour moi, aller à l'Assemblée nationale n'était pas un rêve ou un objectif pour moi. D'abord, l'objectif pour moi, c'était sauver des vies et participer au rehaussement du niveau du bien-être social du Congolais. Mais quand tu le fais, en soignant plutôt les conséquences, tu n'as pas accès à cette possibilité-là de participer à comment éviter ou alors abroger ou alors couper la naissance des causes. Donc, pour moi, c'est mieux de ne pas avoir un enfant orphelin et de ne pas l'aider que d'avoir un enfant dans un orphelinat où je viendrai chaque jour nourrir les enfants. Pour moi, c'est mieux de ne pas aller dans un camp de réfugiés parce que tout le monde est resté chez lui à Rutshuru ou à Massissi, plutôt que chaque jour organiser des caravanes avec de la nourriture pour aller les assister dans les camps. Et pour ça, il faut devenir politicien, participer et être membre de la sphère de décision, afin de savoir pourquoi nos compatriotes sont là, comment est-ce qu'on va leur demander de rentrer chez eux et quand. Ça, il faut être politicien. Et parmi, pour moi, les voies qui vont me permettre d'y aller, j'ai pensé que passer par l'hémicycle, passer par les Sénats, va me permettre d'atteindre les hautes sphères de décision. C'est de ça que je disais, c'est vraiment dans le même ordre d'idées, mais avec un rêve beaucoup plus élevé. À l'Assemblée, on va faire le travail de légiférer, de protéger, de représenter la population et aussi de contrôler les actions du gouvernement. Mais c'est mieux d'aller au-delà de cela pour prendre de bonnes décisions et préserver la nation congolaise du péril.
Je reviens vers vous, madame. Vous êtes ici du parti Ensemble pour la République, un parti du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, c'est comme ça. Oui. C'est un parti de l'opposition à l'hémicycle et c'est dans la politique où il y a des décideurs. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous venez de dire, c'est ce que même votre co-débatteur, Patrick Colombe, venait d'expliquer. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'est-ce qui va devoir vous différencier d'autres députés? Qu'est-ce que vous allez faire d'innovation par rapport à ce que les autres ont déjà eu à faire? C'est quoi? Qu'est-ce que vous amenez concrètement à l'Assemblée nationale vis-à-vis de la population de Goma qui va devoir vous élire? Bon, moi, je sais déjà que beaucoup de gens sont en train de se poser cette question de savoir comment est-ce que je me suis alignée du côté de l'opposition. Et pour moi, c'est très important à la communauté de comprendre que moi, je suis de ces personnes qui se disent avoir ce qu'on a mérité et l'avoir d'une façon plus ou moins honnête. Bon, je ne suis pas de ceux qui aiment la facilité et tout. Il y a beaucoup de personnes qui se sont alignées de l'autre côté tout en pensant que si on s'aligne de ce côté, on sera facilement proclamé et tout. Mais ce n'est pas le cas. Moi, pour moi, en tout cas, ce qui m'a poussé, comme vous allez le comprendre, je suis d'abord une militante. Et si je vous explique le parcours que j'ai traversé, c'est vrai, ces pays nous appartiennent nous tous, d'où des questions de sécurité et de paix, ce sont les choses dont nous tous nous avons traversé. Mais après, c'est très important de comprendre qu'à un certain niveau, chaque personne a été touchée. Donc moi, différemment en fait. Et pour moi, ce que j'amène, c'est cette dose de voir comment est-ce qu'à un certain niveau, je vais vraiment influencer les décisions, les angles qui m'amènent là-bas, c'est plus la passation de marché. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que moi, j'ai ciblé le niveau national. Parce que tous ces sangs qui a été versé en RDC, ce sont des sangs de trop en fait. De trop, et il fallait attendre les papes pour qu'ils puissent dire génocide oublié pour que tout le monde s'approprie ces termes. Et pour moi, c'est pas normal à ce qu'on continue à observer les situations que nous sommes en train de traverser et que certaines personnes décident même de dire que le Congo est en paix parce que ce qui se passe dans certains rayons d'action, c'est à plus de 2000 km. Donc moi, la question, vous allez comprendre que moi, ce qui m'amène là-bas, c'est la question de paix et sécurité. Mais d'abord, nous savons que c'est l'économie de notre pays qui fait à ce que nous soyons sensiblement touchés. Mais comment est-ce que nous allons y parvenir? C'est vrai que les députés, à un certain niveau, ils légifèrent, ils doivent contrôler les institutions et faire des suivis. D'ailleurs, ils commencent par fauter les budgets qui sont exécutés par le pouvoir exécutif. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a aussi des problèmes qui se posent. Mais en matière de passation des marchés, comment est-ce que ça s'est fait? J'ai causé avec beaucoup de diplomates, j'ai causé avec certains dirigeants même des pays africains, parce que je prône aussi les panafricanismes, pas des religions. Mais après, j'aimerais voir comment est-ce que notre continent peut faire face à d'autres continents. Pas parce qu'on va mourir avec tout ce que nous avons comme richesse, mais que ça ne coûte pas nos sangs. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de revenir sur la question de bonne gouvernance. Le contrôle qui doit se faire. Jusque-là, nous sommes en train d'observer que la majorité, pas tous, mais la majorité qui y vont, au lieu de contrôler comment est-ce que fonctionnent nos institutions, ils se concentrent sur la passation des personnes données du travail à certaines personnes, donc des intérêts un peu individualisés. Une minute, je vais devoir t'interrompre un tout petit peu. La politique, c'est un système, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous allez devoir intégrer un système. Vous croyez que vous, nouvelle dans la politique, vous allez devoir comment contourner le fonctionnement de ce système? Vous ne croyez pas qu'on va devoir vous écarter pour que les systèmes puissent continuer? Parce que nous sommes tous Congolais, nous savons comment est-ce que la politique congolaise fonctionne. Est-ce que vous n'allez pas vous faire emballer dans les systèmes pour devoir permettre à ce que les systèmes puissent évoluer? Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Ce sont des billets verts qui circulent qui font la politique chez nous. Qui font la politique, excusez-moi. Oui. Ouais. Et moi, je vais vous dire que vous ne serez pas ce genre. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, ok, Maman Nelly, prenons un scénario, vous êtes là. 99 personnes et vous êtes à 100, ils viennent de signer oui. Et ça, vous voyez que le peuple va perdre par rapport à cela. Mais après, même si vous signez non, rien ne va changer. C'est un peu le système dont vous êtes en train de parler. Et pour moi, je me dis, la force que j'ai en moi,
c'est que la force que la population doit capitaliser, c'est cette force dont j'ai dit, je ne suis pas seule. Je ne suis qu'un instrument qui est envoyé par la population. Un instrument de ces personnes qui militent pour une bonne cause. Je n'y vais pas parce que j'ai besoin d'un salaire. J'avais déjà une zone de confort où j'avais des projets que je gérais et tout, d'où j'avais quand même quelques notifications mensuelles qui me rendaient d'une façon plus ou moins pas satisfaisante, mais au moins à l'aise. Et donc pour moi, c'est assez important à la population de comprendre que la force qu'ils vont me donner à travers le nombre de voix qu'ils vont produire, c'est cette même force. Et le travail va commencer encore plus lorsque je serai au pouvoir. Ça veut dire, il y a de ces politiciens qui ont toujours dit la base a refusé, la base a dit. Et c'est vraiment important la population de comprendre que dans la bonne gouvernance, la population a un grand rôle. Si Nelly va y aller, elle sera celle qui va parler, ça sera la voix de celui qui crie dans le désert, effectivement. Mais si après, il y a vraiment cette communauté qui est derrière et qui montre que cette voix, c'est la voix de Nelly qui parle, mais c'est la voix du peuple. C'est la voix de la population de Goma. Pourquoi pas de tout Nord Kivu, Ituri, qui est sensiblement touché par ce que nous traversons. Et puis, lorsque nous parlons de la trahison, moi, je ne sais pas ce qui peut m'influencer à trahir la lutte qui m'amène là-bas. Parce que déjà, comme j'étais en train de le dire, j'ai été touchée. Je ne sais pas si on a des petits moments où je peux vous raconter mon histoire, qui est mon inspiration. C'est cette chose-là qui me pousse à aller de l'avant. C'est cette chose-là qui est mon histoire personnelle et que beaucoup de gens continuent à traverser, qui m'inspire en fait. Pendant que j'ai Dieu comme inspiration, j'ai aussi cette façon-là. Donc si je trahissais la lutte en échange de l'argent, je serais en train de trahir mon propre sang. Je serais en train de trahir ma personne que je suis. Je vais devoir revenir vers toi. Olombe, Oui. au Parlement, c'est de voter des lois, faire passer des lois. C'est ça la mission Du parlementaire. Oui. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous allez devoir proposer à la population de Goma concrètement pour qu'elle puisse vous faire confiance, pour défier tous ces poids lourds, ces grands caïmans de la politique congolaise au Nord Kivu? Parce que devant vous, vous n'êtes pas n'importe qui, ça c'est vrai. Et puis, vous devez aussi comprendre, vous le savez, vous êtes conscient que vous n'êtes pas aussi devant n'importe quel candidat. Il y a des candidats poids lourds devant vous. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait votre confiance vis-à-vis de vous-même? 269 candidats à la députation nationale pour la circonscription. Je rappelle que vous êtes numéro 103. Seulement pour 4 sièges, je suis, c'est vrai, le numéro 103. Je pense être parmi les favoris, je ne suis pas le premier. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui m'ont précédé et le travail qu'ils ont fourni. Mais je sais qu'il manque encore une petite dose de perfection, afin que nous puissions espérer à une société beaucoup plus évoluée du point de vue économique et politique d'ici 10-15 ans. C'est cette dose-là que vous avez proposée aux jeunes pour qu'ils vous fassent confiance? D'abord, je vais vous parler de ma qualité. Je vous parle de mon profil comme étant un jeune de Goma qui me suis battu pendant longtemps, pendant plusieurs années de ma vie. J'ai moins de 40 ans, mais je pense que la moitié de ces années-là, je l'ai passé à me battre pour le bien-être social de la jeunesse congolaise. Quand je parle de la jeunesse, c'est parce que pour moi, la jeunesse, c'est en fait le déclic pour le développement et pour les changements pratiques de mentalité dont je prône. J'ai toujours donné des exemples concrets où il y a une participation civile de la population et il y a une dose de médiocrité de la part du gouvernement. Et de la population aussi. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit, la responsabilité partagée. J'ai toujours donné un exemple banal. J'ai dit, quelqu'un de Goma, un Congolais de la RDC, vous lui donnez un maïs, il a la facilité, ou une banane, il a la facilité de l'épulcher et jeter les épulchures sur la rue. Nous, on va le voir, on va trouver que c'est pas bon, mais on va pas donner beaucoup plus d'importance à ça. L'attaquer directement. Mais la personne, vous l'amenez à Gisenyi, ici à côté au Rwanda, vous lui donnez un chewing-gum, la personne va mâcher les chewing-gums et quand il y aura plus de sucre dans les chewing-gums, la personne ne va pas jeter les chewing-gums. Il va peut-être le garder et les ramener au Congo. Et si c'est une dame, il a un sac à main, il va le mettre dedans. Donc vous allez comprendre qu'il y a un problème de mentalité d'abord. Avant de parler de la politique du pays, parlons de notre qualité. La même chose avec les élus du peuple. Nous choisissons des personnes pour lesquelles nous avons de l'amour pour de l'argent ou pour des objets de la pacotille. C'est comme ça que moi je les appelle. Des pagnes,
des foulards, des t-shirts ou des képis. Et en définitive, nous choisissons des personnes qui en réalité ne sont pas capables de faire le travail du parlementaire. Un parlementaire, c'est déjà quelqu'un qui est prédisposé à devenir dirigeant dans le cadre du plan ou dans le cadre du gouvernement. Quand je parle du gouvernement dans ce sens, je parle de ministère. Je ne parle pas que de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avec le poids politique, votre parti politique ou votre regroupement va avoir un quota. Et c'est sur base de ces ministères-là, on va donner soit aux militants, soit au cadre du parti, soit à un député national ou à un sénateur un ministère. C'est là que lui, il devient ministre. Et quand il devient ministre, si vous l'avez élu parce que juste il vous a donné un pagne, donc vous êtes en face d'un ministre qui a été placé suite à des petites choses qu'il a données à une population inconsciente, je m'excuse du terme. Elle a été juste innocente d'avoir voté pour quelqu'un, soit parce qu'elle est affamée, soit elle a beaucoup de problèmes sociaux qui sont liés aux finances, et elle a cédé, et nous allons perpétuer le cycle d'avoir un gouvernement pas capable de nous protéger, parce que nous avons cédé à des petites choses qui viennent de main de politiciens. Alors moi, parlant de ça, je vais revenir à ce que Mme Nelly a dit. Quand elle dit qu'elle s'est alignée dans l'opposition parce qu'elle n'aime pas la facilité, en fait, madame, je veux vous dire que c'est mieux de combattre le diable quand vous vivez avec lui que quand vous vous mettez à l'écart. Quand vous vous mettez à l'écart, il a le temps de se préparer et de mettre des barrières pour ne pas vous permettre d'intégrer son cercle. Et moi, je vous dis, c'est mieux d'être avec lui, le connaître, savoir ses programmes et interférer même pour savoir comment est-ce que vous pouvez le combattre. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je ne vais pas entrer en profondeur pour dire pourquoi est-ce que je ne suis pas allé à l'opposition, oui ou non. Mais je suis derrière la vision du renouvellement de la classe politique. Je suis trop jeune. Côté majorité. Je suis de l'Union sacrée. Je suis derrière le président Félix Tshisekedi, dont je soutiens la vision, surtout celle du renouvellement de la classe politique, avec des ministres actuellement qui n'ont jamais été politiciens ou qui sont nouveaux dans la politique et surtout qui sont jeunes. Alors moi, je suis jeune. J'ai une vision. Je vous ai dit en commençant que mon rêve, c'est d'aller au-delà de l'hémicycle. Et donc, aller avec un président qui prône pour cela, pour moi, c'est bien. Nous avons vécu des conséquences avec tout ce qui a été comme intégration des groupes armés dans notre armée loyaliste. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences néfastes. Les conséquences qui sont, je vais dire, pires. Et comprenez qu'avec moi, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, à qui je rends hommage, a refusé d'ailleurs de négocier avec la rébellion. Alors, je suis en train de vous parler de ma personne en tant que quelqu'un qui avait commencé le travail des parlementaires sans lettres. Vous, excusez-moi, une virgule, vous soutenez les refus de Tshisekedi de pouvoir dialoguer avec les M23. Vous vivez à Goma, vous êtes en train de voir tout ce qui se passe dans des camps de déplacés. En tout cas, les conséquences, il ne faut pas prendre des décisions hâtives qui vont par après avoir des conséquences pérennes sur la population et sur la qualité de l'armée et de la protection de la population civile. Ça, c'est clair. Et nous avons vécu ce genre d'expérience. Il faut toujours poser des questions à l'histoire. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des défis que l'armée a aujourd'hui sur le terrain sont liés au fait qu'il y a eu des intégrations de tous ces groupes armés là, dans les cercles de décision militaire. Alors, du coup, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis un fils de militaire, né dans un camp militaire, grandi dans un camp militaire. Mon père, il n'était pas officier, il était sous-officier. Et j'ai vécu cette souffrance-là pendant longtemps. C'est seulement en 1996 que j'ai quitté le camp Katindo pour aller vivre dans la cité. Alors, vous comprenez que j'ai vécu cette souffrance d'enfant de militaire et je connais comment ça se passe et comment est-ce que déjà, avec la rébellion qui avait commencé dans le Grand Nord, je pense vers 1994-95, après l'arrivée des réfugiés rwandais, il y a eu des cadavres que moi j'ai vus au camp militaire, j'étais encore enfant. En 1995, j'étais gosse, j'avais moins de 10 ans. Alors, je vais vous dire une chose, comprenez avec moi que la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui, moi, en allant à l'hémicycle, je vais laisser de côté les aspects sociaux. Genre, j'ai déjà aidé les orphelins, j'ai déjà visité les prisonniers, j'ai déjà été dans les camps des réfugiés. Je laisse ces côtés-là. Pour vous focaliser? Pour me focaliser à l'aspect politique de la donne. L'aspect politique de la donne, ça veut dire aller soigner les causes qui produisent les conséquences que nous vivons, avec la perte des parents, la perte des enfants,
l'économie qui vacille à tout bout de champ, avoir des manques d'emploi, et il y a des députés qui vont venir vous dire non, moi quand je passe, j'ai au chômage. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Même en Allemagne, même dans des pays qui ont un taux d'emploi le plus élevé au monde, ils n'ont jamais eu 99%. Mais pourquoi vous, en tant que député avec un pays comme le nôtre, qui a des béquilles et qui essaie de se relever, vous allez raconter aux gens que dans 5 ans, j'ai au chômage? Travaillons sur des faits vrais. Moi, je vais aller à l'Assemblée pour aller proposer des choses qui vont nous aider à, par exemple, dans l'entrepreneuriat des jeunes, le domaine dans lequel je travaille depuis des années, depuis plus de 10 ans, proposer des lignes budgétaires, par exemple, qui vont être allouées à l'entrepreneuriat des jeunes et suivre des financements extérieurs, comme, par exemple, pour le FMI et la Banque mondiale. Il y a des structures de jeunes à Goma. Il y a Kivu Entrepreneurs. C'est des structures qui permettent de savoir tracer les incubateurs, de savoir tracer des startups qui peuvent aider la jeunesse à avoir de l'emploi. L'insécurité dont madame parle, elle est liée en grande partie par le manque d'emploi. Et les gens vont te dire, on n'a pas de travail, on doit savoir comment survivre. Trouver de l'emploi pour ces gens-là, contribuer à avoir des éléments qui vont baisser les taux de chômage, et ça va avoir un impact sur la population en termes de sécurité. Je reviens vers vous. Non, mais je n'ai pas fini. Vous permettez que je finisse? Ouais, j'atterris dans une minute. Ouais. Je vous dis franchement et sincèrement, laissons la politique de côté. Parlons congolais. Parlons Congo. Qu'est-ce qui nous tue? Quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Arrêtons de dire non, le Rwanda, le blanc, les ceci ou les cela. Posons-nous des questions. Quand les minéraux quittent Rubaya pour aller au Rwanda, en 2018, les Rwandais, premier producteur du coltan, sans gisement, sans carrière, sans quoi que ce soit. Mais le coltan qui quittait Rubaya dans le Massissi pour aller vers le Rwanda, il était passé par où? Est-ce que c'était passé par avion? La réponse est non. C'était passé par la route. Et qui sont les gens qui tiennent les barrières de contrôle? C'est des Rwandais ou c'est des Congolais? Ce sont des Congolais. Merci. Très bien. Madame, une question de curiosité. Un parlementaire congolais, c'est dans le 21 000 $ à peu près, c'est ça? Alors qu'un enseignant congolais est pratiquement dans 150 $, descend difficilement, voire même un fonctionnaire de la... Je sais pas, un agent de la fonction publique, je sais pas, des militaires, vous voyez combien de fois ils sont en train de galérer dans des cacatinos, vous êtes témoin. Aujourd'hui, vous allez à l'hémicycle, vous êtes élu, la ville de Goma. Qu'est-ce que vous allez faire? Toujours continuer à toucher les 21 000 $ ou vous allez devoir proposer à ce qu'on puisse revoir à la baisse vos émoluments au profit d'autres secteurs, bien sûr. Parce qu'un parlementaire congolais fait partie de meilleurs parlementaires, soit des parlementaires le mieux payés en Afrique, pourquoi pas même dans le monde. Alors, pour répondre à la question, heureusement, vous venez de m'ouvrir une brèche qui va me permettre de revenir sur les faits que j'ai dit que je n'aime pas la facilité. Ne pas aimer la facilité, n'était pas, parce que c'est pas aussi désaligné seulement du côté de l'union sacrée qui veut dire que c'est un acquis. Non seulement comme il l'a dit, nous sommes à plus de 200, mais pour 4 postes, 4 sièges. Mais je reviens maintenant sur les fonds de la question. Mais excusez-moi, l'effet aussi de ne pas reconnaître l'image positive, ou soit le poids que pèse M. Katumbi, qui est votre leader. Le leader, c'est aussi l'autorité des références. L'autorité morale. Quand vous êtes derrière Katumbi, vous êtes derrière un grand, c'est pas quelque chose à négliger, c'est aussi bien quelque sûr, chose. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous pensez? Mais ce n'est pas une facilité, être derrière Katumbi. Ce n'est pas une facilité, mais moi je l'ai dit parce qu'effectivement, en fait, lorsque vous remarquez sur le terrain, les gens vous disent, ben, pourquoi vous êtes parti du côté de l'opposition, vous allez perdre et tout. Mais moi, j'ai eu des critères. Et parmi les critères, par exemple, c'était la non-violence. Pour moi, le M. Katumbi, c'est une personne qui pèse politiquement, qui pèse dans l'économie, qui pèse dans la réforme qu'il a amenée au Katanga. Très bien. Et la façon dont il a travaillé sur des petites choses dont les autres ne parviennent pas à travailler là-dessus et qu'il l'a fait d'une façon non violente. En fait, si vous comprenez, moi, je n'ai que pour inspiration lutter contre la paix. Et pour la paix, en fait, lutter contre ces formes d'insécurité. Donc, pour moi, qui sont ces personnes qui battent record pour hausser leur voix, aller dans les dialogues et revenir avec des postes et des décisions. Nous en avons vu ceux qui sont partis jusqu'à l'arrêt et ils sont revenus avec des postes. Et donc, pour moi, c'est vrai que nous tous, on a besoin d'accéder à la gestion de la chose publique.
à la gestion de notre pays. Mais comment est-ce qu'on les fait? Et d'une façon violente et d'une façon non violente. En fait, moi, je pense que Moïse, c'est quelqu'un de très fort politiquement, surtout parce qu'il gère l'économie, tous les secteurs des mines et tout, qui nous fait tuer ici, mais en même temps, il n'a pas cette fierté de faire couler le sang pour hausser au savoir, pour peser, voilà. Et donc, comme vous venez de poser la question par rapport au salaire, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que j'ai parmi les objectifs, il y a ces 21 000 dont j'en ai rage, j'ai soif d'y arriver et de mettre fin à cette somme. Vous avez parlé des soldats, vous avez parlé... Combien? Non, mais la somme, là, à chaud, je ne saurais pas dire quelle somme, mais c'est que je sais. Excusez-moi, on est en train de nous suivre. Oui. Concrètement, on vous pose la question, vous allez, d'ici là, vous serez député national. On vous propose pragmatiquement combien vous voulez à ce qu'un député touche. Vous faites partie de cette commission. Proposez un salaire. Non, là, on n'est pas dans la commission. Non, mais là, vous n'allez pas m'avoir aussi facilement parce qu'un intellectuel réfléchit après avoir après avoir fait des calculs par rapport à ce qui doit interagir et tout et tout. Ça veut dire un budget n'est pas fait comme ça au hasard. Nous en avons vu des déclarations et comme ça. À chaud, je crois, influencé par des journalistes ou d'autres personnes. Et après, vous faites des déclarations qui vont à l'encontre de la réalité. Qui ne vous arrange pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, on nous a parlé des taux de baissement des billets d'avion, mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? J'ai fait plusieurs fois. En juillet, j'ai fait plus d'1 mois en train d'essayer de rentrer chez moi. Même il y a une semaine que je suis ici avec le même problème. Donc, ça ne veut pas dire que là, je vais me prononcer et dire directement, voilà, le salaire sera à $1, je ne sais pas, ou $200. Mais moi, je suis en train toujours de donner l'exemple et me dire, il y a des indicateurs. Après avoir compris le contexte, on va voir ensemble d'une façon intelligente comment est-ce que, à quel niveau nous allons arriver. Mais je vais vous donner l'exemple de la Chine. En Chine, les députés ne perçoivent pas de salaire. C'est pas seulement en Chine. Il y a plusieurs pays. Ils ne perçoivent pas. Mais ça, je donne juste un exemple d'un pays. Et donc, peut-être qu'ils ont analysé et ils ont trouvé que bon, c'est bon. Il y aura des personnes qui peuvent travailler pour le pays et ne pas avoir de salaire. Donc, dire la somme à ces moments, ce n'est pas pour moi important parce que je n'ai pas encore fait des calculs, mais j'ai la rage de voir non seulement les 3 catégories que vous avez citées, dans les militaires, qui sont exigés à être des apolitiques pendant que c'est eux qui vont au front pour nous, mourir pour nous. Mais nous manquons ce patriotisme au niveau des autorités, des personnes qui nous représentent. Raison pour laquelle vous allez remarquer que moi, si vous lisez la vision que j'ai, qui s'inscrit dans le projet de société de mon président, vous allez voir quelque part, j'ai dit que je vais proposer à toute personne qui veut gérer la chose publique, qui est notre pays, de commencer par la formation. Heureusement, nous avons la loi des réservistes. Commencer par la formation. Nous manquons cet esprit de patriotisme en nous, et bien que nous voulons briguer de postes de responsabilité. Il faudrait qu'on ait des vrais patriotes qui vont, en Swahili, ce sont des vrais Wazalendo, qui vont aller au pouvoir et dire, voilà, nous sommes aussi au pouvoir, mais les bénéficiaires au centre, comme les humanitaires l'ont toujours dit. Et pour le bénéficiaire au centre, c'est la population au centre. Je vais vous donner des exemples. Il y a quelqu'un qui est parti récemment négocier le marché avec d'autres pays africains. Le Congo est revenu avec un visa gratuit. C'était qui? Non, mais à vous de savoir qui est-ce que le gouvernement a envoyé. Nous sommes en train de parler politique. Mais il est revenu avec un visa gratuit pour la Russie, pendant que d'autres sont revenus avec des contrats de construction des routes, des usines. Donc pour moi, ce ne sont pas seulement les militaires qui ont un problème. Ce ne sont pas seulement les infirmiers. Les enseignants. Mais ils sont tellement en difficulté. Les cadres de base. Nous avons une forme d'insécurité qui est causée aussi, en plus de ce qu'a dit Patrick, que j'appuie, ces cadres d'insécurité qui viennent aussi de comment est-ce que nous encadrons les personnes autour de nous. Les cadres de base. Toi, tu engages quelqu'un pour travailler gratuitement. Et sur base du principe, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ils vont manger où? Tu les prends 24 heures de son temps, si je peux le dire ainsi. 8 heures de son temps en termes de timesheet. Mais après, tu n'es pas à mesure et tu l'appelles à être un non-salarié. Il y a des personnes avec qui tu travailles, mais qui ne sont pas numérisées, qui ne sont même pas considérées comme des agents de l'État. Et pendant ces temps-là, tu as un nombre de conseillers
qui ont plus de 21 000, à part seulement les députés. Donc les nombres ou les chiffres ne m'intéressent pas à ces moments, mais vous allez comprendre que même mon président s'est approprié cette liste et j'ai été parmi ces personnes qui ont aussi contribué. Il avait déjà ça comme vision, mais si vous allez comprendre que c'est la liste de notre parti lorsque nous sommes en train de parler que ce que vous appelez salaire là, on sera surpris quand on va arriver là-bas. On sera vraiment surpris parce que en fait, ce que nous prenons, ça a été dit par Patrick, mais après j'aimerais y revenir en d'autres termes. Moi j'appelle ça toujours promouvoir l'investissement local, mais surtout la localisation de la chaîne de valeur. Aujourd'hui nous sommes en train de parler de la localisation de l'aide humanitaire. Mais comme l'a dit mon confrère ici, ok, nous ne travaillons que sur des crises, sur les conséquences, sur les effets. Mais pendant que les causes réelles de ce qui nous amène à ce niveau-là, c'est un problème. Nous avons signé des contrats avec l'EAC, avec d'autres mécanismes régionaux, sous-régionaux et tout. Avec la communauté internationale, on est obligé de collaborer avec eux. Mais qu'est-ce que le Congo a à offrir à tous ces mécanismes? Et c'est ce dont tous ces mécanismes ont à nous offrir. Donc, à un certain niveau, il faut comprendre que avoir de bonnes personnes à la tête, c'est ce qui importe. De bonnes personnes qui vont réfléchir l'intérêt du peuple d'abord. Il y a des gens qui ont l'objectif de maximiser les recettes de l'État. Je ne sais pas, ils ont puisé ça d'où. Pendant que la population congolaise souffre d'une façon ou d'une autre, les familles ont essayé de faire des petites cotisations pour qu'ils aient... pardon, je suis en train de chiter. Oui, moi-même, je suis en train de chiter, le temps nous fait défaut. Il y a une question, tout en concluant votre intervention. Vous soutenez Moïse Katumbi, vous soutenez sa politique, sa philosophie. Là, c'est dans le cadre de votre leader. Cette question aussi sera posée à Patrick. Aujourd'hui, d'une manière là pragmatique, réelle, vous êtes à côté du chairman, Moïse Katumbi, élu président de la République. Quel est le secteur dans lequel vous allez devoir vous impliquer? En termes de conseils, vous êtes devant Katumbi, vous êtes un collectif ou soit un panel de spécialistes sages du parti. On vous demande, non, dans 100 jours par exemple, ou soit je ne sais pas combien de temps, le président veut faire un projet. Quel est le secteur le plus affecté dans lequel vous allez devoir vous concentrer? Okay, vous en tant ensemble pour la République. Je vais me répéter. J'ai parlé du premier secteur, celui des passations des marchés. Que les passations des marchés ne nous coûtent pas le sang. Et vous allez remarquer, j'ai parlé avec beaucoup de diplomates qui me disent, voilà, au Congo, il faut d'abord, avant d'acheter cette eau ici qui vient du Congo, tu donnes l'argent, ça coûte 5 000 $. Tu donnes l'argent à la personne qui va te donner la note de perception. Il y a la rétrocommission. 25 000 $. Tu donnes 25 000 autres pour les personnes, les signatures en annexe. En fin de compte, de l'eau coûte 55 000 $ au lieu de coûter 5 000 pendant que les voleurs avant 6 000. Donc le choix est clair. On achète chez le mieux offrant. Malheureusement, sur le prix de nos sangs, nous en tant que Congolais. Donc c'est très important de comprendre que la passation des marchés, pour la RDC, c'est une urgence pour tout Congolais. Ça c'est l'économie. Et ça, c'est l'économie. La santé, l'éducation, la sécurité. De l'économie, moi, je pars dans les secteurs de localisation de la chaîne de valeur. Ça veut dire tout ce qui s'est produit au Nord Kivu, que les usines, que les chaînes de transformation soient ici. Ça va créer de l'emploi. L'État, le gouvernement ne sera pas capable d'engager tout le monde comme agent de l'État. Mais après, si on peut avoir des usines et tout, la chaîne de valeur de transformation, qui encadre la jeunesse et tout, on vivra un monde heureux. Si les soldats est payé, déjà, ils achètent toujours la radio, je ne sais pas pourquoi, mais toujours ils achètent la radio, des radios. Peut-être Patrick va me dire pourquoi. C'est pour se distraire, c'est pour des loisirs. Ils achètent des matelas, des tomates et tout, donc tout le monde va, et c'est comme ça que circule l'argent et tout. Et s'il y avait ces catégories, ces 5 catégories de personnes ici dont nous venons de citer, vous n'allez pas oublier que mon président, il est intéressé par le secteur de santé en fait. Et parce que même il a fait des dons assez récemment qui sont bloqués en termes de jouissance, on ne va pas aller dans ces débats. Mais moi je vous rassure que si on touchait la question des passations des marchés, la question d'investissement local, la localisation de l'investissement, et si on touchait la question de bonne gouvernance, ne pas se focaliser seulement sur légiférer et voter le budget, aller du côté suivi et contrôle de ces institutions. On aura tablé sur beaucoup de questions et tous les secteurs, comme vous êtes en train de le dire, de l'enseignement, les secteurs de santé, les secteurs
économique, tous les autres secteurs, ils vont se retrouver. Très bien. Patrick, la même question. Vous soutenez le président Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat? Concrètement, il a dit que soit la population a besoin de consolider les acquis ou reprendre à zéro, c'est ça. Aujourd'hui, Tshisekedi réélit. Il vous prend comme consultant, expert de son gouvernement ou soit un membre conseiller particulier rapproché. Qu'est-ce que vous allez devoir lui dire? La sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'économie. Clairement, vous allez demander au président de pouvoir se focaliser dans combien de programmes net? Bon, vous savez, quitte embrasse mal les trains. Voilà. On ne peut pas non plus aller en termes général. Voilà. Genre, tu embrasses. Parce que quand on embrasse tout, on risque de ne rien faire. Effectivement, en fait. Il faut avoir des secteurs clés que vous allez attaquer et lesquels secteurs vont avoir une incidence sur les autres afin de permettre maintenant que cet engrenage-là, que ce moteur-là tourne. Mais je vais d'ailleurs et d'abord revenir sur ce que Mme Nelly a dit. Elle dit que d'abord, de ces trois fonctions principales du parlementaire, on va oublier l'aspect, pas oublier, mais d'abord, on ne va pas seulement s'atteler sur légiférer et représenter le peuple, mais elle a parlé plus du contrôle des actions du gouvernement. Ouais, Madame, vous pensez que ceux qui ont été là depuis 2018 n'ont pas fait assez d'actions de contrôle? Ils ont contrôlé. Non, mais c'est à elle que j'ai demandé. Non, ils ont contrôlé pour devoir gagner un peu de temps. Ils ont contrôlé. Non, mais vous avez invité dans l'émission pour qu'on parle. Si vous commencez à répondre à sa place, et donc ça ne vaut plus la peine, quoi. Madame, Patrick, ils ont contrôlé ou ils n'ont pas contrôlé? En tout cas, moi, je ne vois pas. Pour moi, les indicateurs de quelqu'un qui contrôle, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en contrôle, nous sommes tous des humanitaires, Patrick. Nous savons lorsqu'il s'agit de... Madame, vous avez déjà répondu et je vous remercie beaucoup. Ils n'ont pas contrôlé. Nous savons comment... Je pense qu'ils sont en train de vous suivre. Ils sont en train de vous suivre. Ils sont en 5. S'il y a eu le contrôle, ça doit être suivi par les changements de stratégie. Un contrôle systématique. Donc, ils n'ont pas fait leur boulot, selon vous. Ben moi, est-ce que moi, je n'étais pas là pour voir, pour suivre ce qu'ils faisaient. En termes de redevabilité, nous avons fait notre part et ils nous ont même pas donné la Donc, ils n'ont pas fait leur travail. L'occasion d'être redevables, de nous dire ce qu'ils ont fait. Pour moi, j'ai des indicateurs de quelqu'un qui fait le contrôle, tel que ça a été enseigné, comme tel que ça se doit, et des changements de stratégie. Mais voilà, je vais continuer. J'ai vu comment je dirais, leur publication. Non, pas publication, mais après, les personnes qui leur ont été fidèles, comment ils ont trouvé du boulot. Les lieutenants. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. J'ai eu ma réponse. Vous avez dit qu'ils n'ont pas fait des actions de contrôle. Vous avez dit qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Je pense qu'ils sont en train de... Ils vont nous suivre et ils vont comprendre que ils sont en train de nous suivre. Le 5, ils n'ont rien fait, en fait, selon vous, à part représenter le peuple. Et je me dis, comment représenter le peuple sans faire des contrôles? Je vais vous dire une chose, le mal du Congolais, il est profond. Le Congo traverse un moment très difficile. Et je parlais tantôt d'une étape où on essaie de se relever avec des béquilles. Et ce n'est pas par magie, ni par, je ne sais pas, par miracle que les choses vont se faire d'une manière ordonnée. Nous devons avoir un travail assidu, nous devons avoir une détermination énorme et nous devons avoir des compatriotes qui ont le patriotisme dans leur cerveau. Sans le patriotisme, on va actuellement rien faire. Et ça m'amène à vous parler un peu de mon soutien, non seulement à Félix Tshisekedi, mais aussi à Maître Guy Mboyo, qui est mon autorité morale, qui est un jeune de la RDC, il est âgé seulement de 40 ans, il est ministre de l'aménagement du territoire, il est le fondateur et le propriétaire de la fondation Ouidal, qui a des actions concrètes et visibles dans l'Équateur. Et je salue aussi son côté humanitaire avant de le saluer en tant que politicien de référence en RDC. Donc aujourd'hui, je vous parle en tant que jeune de Goma, mais je vous parle aussi en tant que quelqu'un qui a beaucoup de respect pour M. Moïse Katumbi, le président de Ensemble. Mais ça reste un gouverneur avec beaucoup d'expérience. Il était un gouverneur du Katanga. Vous avez fait référence au Katanga. C'est comme M. Julien Paloukou, le ministère de l'Industrie, qui est aussi un gouverneur de référence au Nord Kivu. Et aujourd'hui, si M. Julien Paloukou se propose candidat de la République, il a aussi des atouts positifs. Il a aussi des actions concrètes qu'il a menées au Nord Kivu. Bien sûr, j'ai été récemment à l'école du cinquantenaire et ça reste un bijou de l'œuvre, je vais appeler ça triomphale, de M. Julien Paloukou. Parce que les enfants qui sortent de cette école-là, c'est des enfants de référence. Bref, je reviens sur votre question. Moi, ce qui me tient à cœur, parce que nous sommes en train de... en 30 secondes, ce qui me tient à cœur actuellement, devant Tshisekedi, c'est la sécurité de notre pays, mais aussi la justice.
Elle parle du passation de marché. Je suis expert en passation de marché. J'ai un master en passation de marché. Tout ça, si l'environnement n'est pas nettoyé au niveau... n'est pas nettoyé à ce niveau-là, c'est parce que nous n'avons pas des gens qui savent punir. Et pour moi, il faut punir d'abord. Et quand on punit, il n'y aura pas assez d'impunité. Il n'y aura pas assez d'actions frauduleuses. Il n'y aura pas assez de corruption. Ça d'abord, et puis la réforme de l'armée pour la sécurité et aussi pour avoir cette fierté-là nationale d'être congolais. Je vous ai parlé de 30 secondes, je finis. Très bien. Vous avez parlé de la sécurité, mais également de la justice. Donc, exact. Les deux secteurs les plus sur lesquels le président devait d'ailleurs s'atteler davantage pour que les choses évoluent très bien. Cependant, madame, en une minute, un mot aux électeurs de Goma qui sont en train de nous suivre par Insta parce que nous sommes en train de battre la campagne électorale. On ne peut pas sortir de ce plateau sans quand même lancer un petit message à la population de Goma qui constitue votre base, votre électorat, même en Swahili, parce qu'en Swahili français, c'est là qui sont en train de nous suivre. En tout cas, moi, le message que j'ai à adresser à la population, à la communauté congolaise, c'est surtout de comprendre que c'est une chance pour nous. C'est une très grande chance de passer aux élections. Donc, moi, je me dis, il y a ceux qui sont en train de se focaliser à voir ce qu'a fait les députés. Lorsque même vous analysez à un certain niveau, leurs attentes par rapport au rôle même du pouvoir législatif, ça cause problème. Mais à un certain moment, c'est très important de comprendre que les 20, nous sommes en train de prendre, le 20 décembre, nous prenons une grande décision, nous pouvons changer l'histoire du pays. Et à un certain moment, à travers le vote bien sûr, à un certain moment, je suis en train de voir les gens accrochés sur les questions tribales et toute forme d'appartenance, ce qu'on appelle ethnique, pas seulement ethnique, mais par rapport à certaines catégories de personnes, ne prenons pas ça pour une arme. Nous devons nous réveiller et comprendre que le moment est venu pour nous de sanctionner ceux qui ont mal travaillé et de remettre en place ceux qui ont bien travaillé. Raison pour laquelle moi, en tout cas, je peux vouloir même un débat contradictoire avec ceux qui ont été au pouvoir parce que je leur ai vu faire un sit-in nocturne. Les sit-in que nous faisons, on nous traite de kamikazes, ils en ont fait pour manque de salaire à Kinshasa avec des bougies allumées. Il y a peu, ils ont fait, les provinciaux aussi, les députés provinciaux en ont fait pour leur salaire. Mais combien de fois ils l'ont fait pour ce que nous traversons? Combien de fois ils l'ont fait parce que les contrôles qu'ils ont fait n'ont pas abouti parce que le système va mal. Donc à un certain niveau, ne nous emballons pas par Mboke Koufakala. Ne nous emballons pas par le mal est profond. Mais choisissons ces personnes qui militent. Nous avons vu la différence entre les vrais militants et les opportunistes qui sont allés au pouvoir. Choisissons ces vrais militants de la cause du peuple congolais, de la cause de la communauté congolaise que nous sommes. Choisissons de vrais militants, Patrick. En une minute, un mot à votre électorat. Mais il y a une question que vous ne m'avez pas posée, la question des émoluments. Donc c'était une question unique pour Madame Nelly. Excusez-moi, tout en chita, un mot à la base, mais également 21 000, d'accord, un militaire $100, un enseignant $100, vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ça, mais aussi je vais vous dire que ce n'est pas à l'Assemblée qu'on va trouver des moyens nécessaires pour payer les militaires, les enseignants, les infirmiers et tout ça, même les cadres de base dont elle a parlé. Vous savez, il y a 500 députés à l'Assemblée. Ils touchent, on nous raconte, on nous dit $21 000. Donc c'est vérifié. Mettez $21 000, moi je n'ai pas de preuve, en tout cas je n'ai jamais été là-bas et je n'ai jamais vu des documents qui font une sommation de 21 000. Alors je présume que ce que vous dites est vrai. $21 000 multiplié par 500 députés, ça te fait combien? 10 500 000 $. Nous avons un effectif de 222 000 hommes dans l'armée congolaise, loyalistes, recensés. Et si vous prenez 10 500 000 $, vous divisez par 222 000 hommes, vous allez avoir aux alentours de $43 par individu. Et là, c'est mensuel. Mais là, on ne parle que de militaires. On ne parle pas de médecins, on ne parle pas d'enseignants, on ne parle pas de cadres de base, on ne parle pas de tout ça aux alentours. Et donc, pour moi, les $21 000, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le système budgétaire économique pour régler les dépenses de ces dépendants de l'économie nationale. Très bien. Donc, là, non mais excusez-moi. Non, nous sommes en train de citer ce n'est pas seulement dans les secteurs de l'Assemblée nationale. On va aller au Sénat, on va aller au ministère, on va aller aux conseillers, on va aller même à d'autres postes qui sont liés
au ministère. Et là, je vais dégager en disant que très récemment à Goma, nous avons vu des gens marcher, nous avons vu des gens soutenir certains opposants. Et moi, je vais vous dire que je ne suis pas un militant, d'ailleurs parce que je ne suis pas de l'opposition, et de deux, parce que je prône pour le changement pratique de mentalité. Ça veut dire que je ne vais pas aller dans la rue, mais je vais essayer de coopérer et trouver des solutions d'ensemble. Et pour citer un message à la message à la population de Goma, Goma, c'est une ville qui a une population courageuse, forte et résiliente. Vous savez ce que nous traversons. Le volcan au nord. Comment elle est résiliente? Mais comment est-ce que Nelson Mandela a été résiliente? Nous sommes en train de chuter un message. Je vous explique la résilience de la population. Excusez-moi, nous sommes en train de chuter 30 secondes. Un message à votre électorat. Voilà. Madame Nelly, la résilience dont je parle, c'est par rapport. Nous allons devoir y revenir. Nous allons devoir y revenir à la prochaine émission. Un message à votre électorat. Goma a une population résiliente, forte et courageuse. Il y a éruption du volcan Nyiragongo. 3 jours après, la population revient sur les terrains. Madame, elle pense que la population de Goma n'est pas résiliente, mais c'est absurde. On dort, il y a des crépitements de balles, et le matin, il y a la population qui va s'occuper de ses fonctions journalières. Je suis désolé, je vais devoir vous couper. Excusez-moi, le temps, c'est le temps. Vous allez devoir souffrir. En tout cas, non, j'appelle la population de Goma à voter massivement pour moi. Ouais. Je suis le candidat de la jeunesse, le candidat de la réforme, changement pratique de mentalité. Je suis le numéro 103, Patrick Colombe. Je vous aime, vous savez, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ensemble et la route est encore longue. J'y vais pas pour discuter ou pour arrêter avec la lutte, mais pour la commencer et la continuer. Vous savez comment on travaille. Je vous porte dans mon cœur et j'aime tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce plateau. Très bien. Nous vous croyons très prochainement à notre plateau pour une autre émission. Madame Nelly Keya, vous êtes numéro 208, cadre de Ensemble pour la République, candidat député national pour la ville de Goma. C'était un plaisir de vous avoir reçu à notre plateau. Merci beaucoup. Nous vous croyons prochainement. Déjà, en tant que membre de l'hémicycle, parce qu'on va changer les choses de l'intérieur. Nous allons devoir revenir. Monsieur Patrick Colombe, c'est tout un plaisir de vous Alors, vous allez dire aux téléspectateurs que Goma est Kongoufo. Madame, merci beaucoup, c'est un grand plaisir. C'est tout un plaisir. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Continuez à aimer, à partager nos vidéos le plus que possible. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci, à la prochaine. Bye bye.